répondre à toutes ces questions, exposer leur regard. Et donc, nous avons ce midi, et bon appétit à ceux qui mangent en même temps, Pierre et Jérémy de Aiz. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce live qui a un grand succès au nombre d'inscrits aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a 45 minutes, 1 heure pour, si on est très bavard, à passer ensemble. Alors, qui sommes-nous? Je vais garder la parole de quelques minutes pour présenter Freework. Freework, c'est un job board, c'est un site internet, une plateforme qui permet aux professionnels de la tech, que ce soit des freelances ou des salariés, de pouvoir trouver un emploi ou une mission. Et on n'est pas que ça. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité et c'est pourquoi on s'inscrit principalement sur Freework. Mais on a aussi une communauté très active que l'on retrouve sur le forum, et qui, au quotidien, se pose des questions et y répond pour des échanges qui sont vraiment de qualité. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ces lives, c'est pour poser ces questions. Toutes ces questions qu'on peut se poser sur le forum, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de les poser aussi en live à des experts. Donc voilà, nous sommes ravis de pouvoir les organiser pour notre communauté, très nombreuse, on le sait, donc on le voit très active ce matin. Aiz. Qui est Aiz? Qui êtes-vous? Dites-nous tout, Jérémy et Pierre, sur vos actions et vos activités. À vous. Oui, je vais commencer. Aiz, en fait, c'est un groupe mondial très présent en France, puisqu'on a une trentaine de bureaux. Et on a plusieurs entités et on va faire du travail temporaire, du recrutement permanent et de la consultance informatique. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de tech. Et pour ma part, ça fait 8 ans que je travaille pour Aiz et donc que j'ai toujours été côté contracting, ce qu'on appelle chez nous, qui est donc la branche de consultance informatique. Et depuis 2 ans maintenant, je suis directeur sur la partie consultance informatique pour toute la France et le Luxembourg. Bien placé, Jérémy, pour répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. J'espère. On espère aussi. Pierre, dis-nous tout. Eh bien, écoute, moi, je suis chez Aiz depuis 12 ans, donc je suis le dinosaure des deux. J'ai toujours aussi interagi dans l'écosystème de la tech chez Aiz, même si j'ai eu d'autres fonctions comme celle de diriger Aiz pour un autre pays qui est le Luxembourg. Aujourd'hui, depuis 2 ans, je dirige l'ensemble des business de la tech chez Aiz. Donc ça inclut notre branche consultance, mais aussi notre branche recrutement CDI pour tout ce qui s'applique à la tech. Et donc je suis ravi de venir ce matin partager un peu de mon expertise avec vous et en tout cas de notre vision de ce marché tech sur la France. Donc j'ai hâte de démarrer et qu'on puisse débattre et discuter ensemble de tout ça. Merci Pierre, merci beaucoup. Alors oui, Pierre a raison, débattre. Alors le but, c'est pas non plus de faire un gros débat, mais c'est aussi de répondre à toutes vos questions. Donc c'est live. Ce live est fait pour ça. Vous avez accès, on voit vos commentaires, on voit en direct vos questions. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. On est là pour ça. Et je suis votre porte-parole, c'est-à-dire que je vais attendre évidemment que Pierre et Jérémy aient fini d'aborder un sujet pour poser vos questions. Donc, soyez patients, mais normalement, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous ne savez pas aujourd'hui comment vous positionner sur le marché, si vous avez des questions sur le freelancing, si vous avez des questions sur vos clients finaux, enfin voilà, toutes les questions sont bonnes à prendre et nous allons, Jérémy et Pierre vont faire le maximum pour y répondre. Donc, c'est important, cette interaction. Donc, merci, messieurs, pour votre présence. On va commencer tout de suite par peut-être un retour en arrière, parce que 2024, c'est une chose, on ne sait pas encore vraiment où on va, mais 2023 a été une année un peu particulière. Et je vous propose de nous dire quelles leçons on peut en retenir de cette année, en termes de marché IT, emploi, mission. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je crois que le premier mot qui me vient en tête, Marie, c'est de dire retour à la normale.
il y a eu une variation un peu plus importante sur 2023 que sur les 4 dernières années qu'on a vécues, c'est-à-dire l'ère Covid et post-Covid. Parce qu'au global, en 2023, on a vu une baisse du nombre de missions disponibles sur le marché par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais il faut aussi, on doit aussi mesurer ça en se disant que finalement, les 4 dernières années qui ont été le Covid et l'après-Covid, c'est pas énorme en fait. On a vécu un épiphénomène d'une certaine période, et donc à la sortie aussi du Covid, il y a eu un énorme boom des demandes de clients, des recrutements, des missions disponibles sur le marché. Alors c'était multifactoriel, mais parmi les facteurs de ce boom de missions qu'on a connu, il y avait notamment la volonté des entreprises de se remettre à niveau. Il y a d'autres sociétés qui ont profité de cette période pour déclencher des budgets et enclencher des grands projets de modernisation, de basculement vers le cloud, de sécurisation de leur environnement, de changement de RP pour pouvoir moderniser leurs systèmes informatiques. Et 2023, certaines de ces initiatives arrivaient à leur fin. Donc on a, je dirais qu'il y a 2 grandes périodes sur 2023 qu'on peut scinder. La première, c'est S1, donc le premier semestre de l'année, un gros premier semestre, hein, j'y inclurai même le mois de juillet, où on peut se dire qu'effectivement, on observe ce retour à la normale. Voilà. Beaucoup de grands projets Covid, post-Covid arrivent à leur terme. On revient à des dépenses et des budgets alloués par les entreprises pour de nouvelles initiatives et de nouveaux projets tech plus mesurés. Heu et donc le sentiment que ça peut donner et que ça a pu donner, on l'a beaucoup entendu, hein, de la part, de notre communauté, de la vôtre, des freelances: «Oh, il y a moins de missions dispo». Mmh. Oui, c'est vrai, mais par rapport à quel point de comparaison? Alors Ouais. oui, il y a un peu moins de dynamisme sur le premier semestre de 2023 par rapport à ce qu'on a connu en 2022. Mais en fait, 2022, c'était pas un bon point de référence et quand on regarde le dynamisme de S1 2023 par rapport à, par exemple, S1 2018, il y a pas de zone d'inquiétude. Voilà. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, Pierre, c'est que ceux qui sont arrivés sur le marché, parce que voilà, ils ont fini leurs études, etc., en période faste, bon, bah, ça a été un peu facile, entre guillemets, et puis c'était, Ouais. voilà, ça venait comme ça. Bon, bah là, on retrouve finalement une situation plutôt normale, donc pour ceux qui ont vécu l'avant-Covid, Oui. où on se dit, bon, finalement, voilà, il faut chercher du boulot, quoi. C'est ça, exactement. Et je parlais tout à l'heure de découper l'année en 2 parce qu'on observe aussi sur 2023, alors notamment au niveau du dernier trimestre de l'année, alors cette fois-ci pas un retour à la normale, mais une forme de prudence. 2023, c'est quand même une année où on a connu, la naissance de plusieurs conflits géopolitiques au niveau de l'économie internationale et ça a une influence sur les décisions et les risques que, certains grands groupes ont envie de prendre et sont prêts à prendre. Donc on a vu aussi, un renforcement de cette baisse d'activité. Bon, on en parlera peut-être après, mais je pense que 2024 va s'ancrer dans cette tendance-là. Mais pour autant, il y a beaucoup quand on dit ça, on parle de data globale sur l'ensemble du pays. Mais il y a beaucoup de zones qui ont été, en forte croissance et le marché de la tech, on lisait en préparant un peu notre live avec Jérém, plusieurs, sondages et plusieurs organismes de sondage, et pas que les data de Hays, mais la valeur du secteur du numérique en France, elle est passée à 62 milliards en 2023 et 2024, les tendances, c'est plutôt de passer à 70 milliards. Donc en fait, ça va continuer de croître, c'est juste que ça va croître beaucoup plus doucement que ce qu'on a Mmh. connu en ère post-Covid, mais aussi ce qu'on constate de 2023, c'est qu'il y a des pans de l'économie qui ont continué de bien fonctionner et donc Mmh. les projets IT, sont aussi souvent présents dans les entreprises pour servir, un business, une cause qui n'est pas que la tech, mais qui est le secteur cœur d'activité de l'entreprise, il y a évidemment des parallèles à faire avec la santé d'une filière. L'immobilier et le BTP n'étaient pas les secteurs les plus en grande forme en 2023. Donc évidemment, les entreprises de ce secteur n'ont pas été les plus dynamiques dans leurs offres auprès de, des leurs futurs recrues en CDI ou des Mmh. freelances qu'elles pouvaient vouloir intégrer. Mais par contre, si on regarde d'autres secteurs, comme le secteur industriel en 2023 ou les secteurs, liés à l'énergie et au climat,
effectivement, ça a continué à être extrêmement dynamique parce qu'on a aussi une volonté de nos politiques et des politiques européennes de réindustrialiser un peu l'Europe et la France. Et donc, il y a eu ce dynamisme des clients industriels en France qui, là, pour le coup, devrait continuer en 2024. Donc, en fait, il y a plein de belles choses qui se sont produites en 2023 et qui vont continuer de se produire en 2024. Donc, moi, je fais plutôt partie des gens qui voient le verre à moitié plein là-dessus. C'est plutôt positif, effectivement. Après, ce qui est intéressant de voir par rapport à ce que tu nous dis, c'est que l'emploi, alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que notre communauté n'est pas forcément alerte là-dessus, c'est de se dire, en fait, c'est très lié à ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, géopolitique. Et donc, vous êtes aussi au cœur de ces sujets-là en disant, voilà, demain, quels sont les secteurs les plus porteurs? Il faut peut-être se renseigner. Et ce que tu dis, c'est qu'il y en a des secteurs porteurs et qu'il ne faut pas hésiter, en cherchant un boulot, à s'orienter ou en tout cas à se renseigner sur ces secteurs-là. C'est ça que tu dis aussi peut-être. Ouais, exactement. Et aussi, ce qu'on n'a pas précisé ici, mais c'est quand on rentre dans le détail des métiers de la tech en 2023, certains ont connu une croissance plus faible que ce que ça avait été auparavant, notamment tous les métiers de la programmation, en fait. Quand on regarde, ça continue d'être les métiers les plus demandés, en volume. Ça continue d'être des métiers extrêmement pénuriques, mais la demande de ces métiers-là, elle a été moins forte que les autres années en croissance, aussi parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des entreprises qui ont pris la décision de basculer vers du no-code, et dans le domaine de la tech, il y a des booms sur certains métiers qui ont été en 2023 plus forts qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Les métiers du cloud, les métiers de la data, les métiers de la sécurité. Alors l'intelligence artificielle, ça peut être qu'en croissance, parce que ça reste encore assez récent si on regarde, si on met sur une échelle de temps d'une décennie. Mais la data, la sécurité et le cloud, 2023, ça a continué d'exploser et on en parlera après de 2024, mais ça va continuer. Donc, il y a aussi Yacine, c'est une bonne nouvelle. Hein. Yacine posait la question, est-ce que le métier de la data, qu'est-ce qu'il en est quoi? Est-ce que ça va continuer à fond? Bon, voilà. Yacine, c'est une bonne nouvelle. Yacine, je ne sais pas ce que tu fais comme métier, mais si tu fais de la data, tu es au bon endroit. En tout cas, il posait la question par rapport au métier de la data, donc je pense qu'il doit avoir un intérêt. Donc oui, c'est des bonnes nouvelles. Donc en fait, effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est OK, c'est pas pareil, ça ne sera plus pareil, mais c'est positif. Ça continue d'évoluer positivement. Les projets d'entreprise continuent à exister, même s'ils ont moins de cette affluence de besoins en continu, quoi. C'est bien ça. Si je résume? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Alors, du coup, il y a une question qui revient aussi assez souvent au sein de la communauté, c'est est-ce que le positionnement de freelancing est toujours intéressant pour nos candidats ou est-ce que l'internalisation des compétences est un enjeu pour les entreprises aujourd'hui? On parle de recrutement. Recrutement quoi? Est-ce que 2024, donc là, on va mettre un pied dans 2024, est-ce que ça sera toujours au freelancing, cette tendance? Ouais, je vais prendre la question. De toute façon, dans la veine de ce que disait Pierre, on a vu un léger ralentissement. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, ça ne veut pas dire que tout change. Donc, le freelancing était très présent en 2023 et il va continuer d'être très présent en 2024. Maintenant, on peut utiliser plusieurs données pour abonder là-dessus. C'est vrai que si on regarde bêtement une étude JobFeed, on voit, oui, 81% des offres de la tech sur la France, c'est des CDI, et puis 19%, c'est du freelance. Mais en fait, il faut regarder un peu plus loin que juste le chiffre brut, parce que on a vu ces dernières années que même si c'est 19% pour le côté freelance, c'est en forte croissance. On peut voir aussi dans des pays voisins comme l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont un peu plus matures là-dessus, que eux, ça continue. Ils lead un peu sur la voie freelance depuis des années, et eux, c'est en forte croissance. Et en fait, on est juste derrière. Ce qu'il faut retenir aussi dans les 81% des job perm, ou CDI, c'est que là-dedans, on compte aussi les offres des ESN. Donc les ESN, qu'est-ce qu'ils font? Les ESN, ils répondent à un besoin client.
qui est parfois et très souvent un projet courte durée. Donc, l'ESN, en fait, c'est un modèle après, hein, donc ça ne concerne pas directement le candidat, c'est un modèle qui est que on va privilégier l'emploi en CDI de ressources pour ensuite les proposer à nos clients pour un projet précis. Maintenant, si demain, votre profil en tant que freelance correspond parfaitement à une demande client et que une ESN est en contact avec vous, elle n'hésitera pas une seconde avant de vous proposer la mission en tant que freelance. Donc, il faut bien faire la part des choses là-dessus. Dans les autres données que je peux partager avec vous, c'est que dans cette croissance des freelances dans la tech en France, on estime qu'en 2030, ce sera encore plus 57% par rapport à aujourd'hui. Donc, tous les indicateurs sont au vert, en fait, hein, pour le côté freelance. Ce qui va être important, c'est comme toujours de s'adapter aussi aux demandes clients. Voilà, ça va dans les deux sens. Et de toute façon, un freelance, en majorité, en tout cas, il y a une grande partie de la communauté freelance. Vous êtes des experts, vous êtes plutôt seniors sur vos métiers et vous êtes en général disponible plus rapidement que quelqu'un en CDI. Et donc, des clients qui ont besoin d'experts seniors où ils vous diront toujours la même chose, j'ai pas le temps de vous former, il faut vite que tu dois tout savoir et tout faire tout de suite, et puis j'ai besoin de toi hier. Ça, on l'a tous entendu. Ça existera toujours. Donc, non, pas d'inquiétude pour les freelances. Au contraire, on aura toujours besoin d'experts au sein des clients de tout type sur la France. Et peut-être un conseil que je peux donner aussi là-dessus, c'est on a pu lire des choses. Enfin, justement, Pierre disait, on a un peu préparé. Et moi, je lisais aussi même des choses, peut-être des sources moins sérieuses que l'INSEE ou que Numéum, des sortes de blogs IT. Et puis, certaines personnes se lancent dans des explications en disant oui, l'économie temps, si vous êtes freelance, prenez des vacances pendant 6 mois et puis vous revenez après. Personnellement, c'est pas quelque chose que je conseille de faire. C'est une bonne idée de prendre des vacances après. Hein, alors, exactement. Voilà. Et j'ai envie de dire, il y a deux sujets. Si vous avez besoin de prendre des vacances, eh ben faites-le. C'est toujours une très bonne idée et revenez-nous en forme. Mais de là à se couper du marché pendant 3 mois, 6 mois, non, je trouve pas que ce soit une bonne chose parce que tout ce que vous allez faire, c'est creuser l'écart entre vos concurrents ESN ou freelance qui, eux, entretiennent leur réseau de clients et de partenaires comme d'autres ESN ou comme Hays et qui sont au courant de ce qui va sortir prochainement comme mission. Et donc, en fait, quand un marché se tend, en fait, oui, il y a un peu moins de missions. C'est ce qu'on dit. Il y aura peut-être un peu moins de missions en 2024. Et donc, le moyen de les décrocher, c'est d'être le premier sur la mission quand elle sort. Donc, à vous aussi d'être à l'affût, d'entretenir votre réseau et d'être au bon endroit au bon moment. L'importance d'être inscrit, notamment sur Freework. Ça permet de pouvoir recevoir les alertes des offres que Hays pose sur notre job board aussi. Hein, donc, c'est important. Totalement. Oui, effectivement. Okay, donc, il y aura une légère baisse. Ouais. Pardon, allez-y. Non, c'est juste. Vas-y, Marie, sur on a des questions. Ouais, il y a des questions de précision sur les chiffres que tu nous as donnés là, Jérémy. Tu parlais de 19% de part de freelancing. Est-ce que c'est en général, c'est-à-dire les freelances au sens large, ou est-ce que c'est dans le secteur de la tech? Non, tech. Oui, bien tech. Ouais. Ok. Quand on a fait cette recherche, quand on a fait cette recherche, ce qu'on a pris, je peux expliquer la source parce qu'on l'a fait ensemble avec Jérémy, mais quand on a fait cette recherche, en fait, on a pris l'ensemble des annonces. On a un outil d'analyse avec qui on est partenaire, hein, qui est JobFeed, et on a pris l'ensemble des annonces publiées sur le marché français dans les métiers de la tech pour 2023, et ensuite on a comparé quelle était la part d'annonces dédiées exclusivement à des CDI et quelle était la part d'annonces dédiées exclusivement à des freelances. Et ça nous a permis d'avancer en fait cette data. Ok, merci pour la précision. Il y avait une petite précision aussi par rapport au marché. Donc, on va revenir dessus sur toutes les questions liées au secteur d'activité. Alors, je sais qu'en préparant, Pierre, tu avais pas mal d'informations et tu nous en as déjà donné un petit peu sur 2023. Donc, par le marché de EdTech, donc tout ce qui va être nouvelles technologies, est-ce que c'est un marché qui est porteur? Est-ce qu'il y a d'autres marchés sur lesquels il faut s'intéresser?
Tu parlais tout à l'heure, ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, tu pourras nous dire le bâtiment, est-ce que c'est intéressant ou pas, l'industrie, est-ce que c'est intéressant ou pas. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit focus marché là, tout de suite? Oui, bien sûr. Écoute, pour te répondre sur les secteurs sur lesquels il faut être au rendez-vous, écoute, moi je te dirais que alors déjà tous les secteurs de la green tech, on le vend en poupe et vont continuer d'avoir besoin de talents. Ok. On a des secteurs aussi. Alors quand je parle d'industrie, ça veut tout dire et rien dire une industrie. Moi j'entends industrie au sens entreprise qui a des lignes de production en France et qui a des équipes de recherche et développement basées en France, parce qu'on parle ici du marché français, hein, une industrie qui a toutes ses équipes en Chine, ça va pas trop intéresser notre communauté free work aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un dynamisme autour de ça, parce qu'on le voit, il y a sur les sujets des industries françaises, que ce soit des industries de l'agroalimentaire, des industries du transport, il y a un dynamisme à réindustrialiser la France. Et notamment dans le domaine du transport, on le voit, c'est des sujets sur lesquels nos clients lancent beaucoup d'initiatives et de projets, que ce soit l'électrification de nos transports, hein, à tous les niveaux, que ce soit l'automobile, la moto, le ferroviaire. Donc il y a énormément de projets qui se lancent là-dessus. Et aussi très en lien avec les industries françaises, c'est l'IoT, puisque l'informatique arrive partout dans notre vie. Ça veut dire que dans tous les objets qu'on crée, et qu'on achète en tant que particulier, il y a derrière des équipes et des gens qui ont intégré de l'informatique quelque part dans ces objets. Et il faut bien que ces grands fabricants lancent des projets et des initiatives pour pouvoir répondre à ces demandes et à ces besoins. Donc c'est aussi un pan de l'économie qui sera fortement dynamique. Mais il y en a plein en fait, hein. Quand on regarde, je vais pas tous les lister parce que sinon je te parle de ça pendant une demi-heure, mais les pans assez particuliers de l'économie financière que sont les parties légales, audit, expertise comptable, sont aussi des pans de l'économie qui ont besoin de fortement se digitaliser. Et donc il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont constatées sur ces filières pour pouvoir se digitaliser. Alors c'est des bonnes nouvelles pour notre communauté tech parce qu'il y a beaucoup de projets. C'est pas toujours des super nouvelles pour certains métiers historiques, comme par exemple le métier de juriste, qui je pense à terme sera fortement impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas pour les sociétés qui gravitent dans cet écosystème, il y a beaucoup de projets tech qui se lancent, quoi. Ouais. Voilà. Ok, Voilà si je donc en résume. fait, finalement, finalement, c'est quand même assez transverse. Ça touche quand même pas mal de secteurs Oui, d'activité. ça touche beaucoup de secteurs et j'ai pas parlé encore de la défense, qui est un secteur qui se renforce, du spatial, qui est un secteur aussi concerné par de la croissance forte. Toutes les sociétés en lien avec des activités de satellite et de spatial, c'est en plein boom aussi. Donc il y a des secteurs qui sont protégés, en tout cas s'agissant de la tech, d'une forme de morosité de marché. Il faut pas oublier que quand on parle de moins de missions et de parfois un sentiment qui est vécu par les communautés de professionnels de la tech comme une, une morosité à la consommation des externes ou à la création d'offres d'emploi, on a largement les moyens de voir le verre à moitié plein. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je vois le verre à moitié plein, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la tech, le taux de chômage en France, en 2023, il était 2,9%. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines dans l'économie française qui rêveraient d'avoir 2,9% de taux de chômage. Et puis Ah oui, c'est clair. même s'il passe à 3,2 l'année prochaine, on reste sur un chômage structurel, quoi. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Et alors, dans tous ces secteurs d'activité, on est toujours sur un monopole, ou en tout cas, la place des ESN est toujours aussi importante, ou est-ce que les entreprises vont internaliser la ressource qu'on disait tout à l'heure? Est-ce que ces intermédiaires, parce que ça pose la question aussi du TJM, etc., parce qu'on a des questions bien évidemment.
Tous ces gens qui nous financière. prennent de l'argent. Voilà, tous ces intermédiaires, voilà, on sait à quel point ça peut être un peu glaçant et frustrant pour notre C'est communauté. clair. Donc, première question, est-ce que les ESN, oui, c'est toujours incontournable et il faut faire avec. Voilà. C'est ça. Et deuxième question, les impacts 2024 sur le TJM, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit toujours avec 250 000 € à l'année ou est-ce que on réduit un peu la voilure? Je rigole, bien évidemment. C'est ça. Je rigole. On connaît les adages de notre pays. Hein, on a tous été élevés avec les mêmes expressions de l'assureur qui est un voleur, mais et donc le SN qui prend trop d'argent à son freelance. C'est là le parallèle qui est fait. Mais est-ce que les ESN sont toujours, pour te répondre, est-ce que c'est toujours indispensable? Est-ce que ça va toujours exister en 2024? Oui. Oui, voilà. Et quand je dis un oui aussi, aussi convaincu, c'est qu'en fait, il faut comprendre, comment l'entreprise finale fonctionne pour comprendre mon oui. Une entreprise, une entreprise qui a son département informatique et qui a besoin, d'aide, elle va avoir donc besoin d'externaliser, tout ou partie de son activité informatique. Heu mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il faut se mettre aussi à la place des salariés de ces entreprises, des départements achats, des départements RH. Quand on a besoin et qu'on sait qu'on va avoir besoin d'aide dans son département informatique et de consommer, X heures de travail et d'avoir X ressources pour nous aider, heu, matériellement, les entreprises, elles ont pas les moyens de discuter avec 6 000 personnes. Elles peuvent pas le faire. Elles n'ont pas la bande passante, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la taille d'équipe, elles peuvent pas allouer des budgets pour créer ces équipes-là. Une entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'organise avec un panel de sous-traitants et ces panels de sous-traitants, effectivement, ils sont, triés sur le volet, ils sont choisis, et ensuite, il y a une certaine liste qui est définie et ces sous-traitants, ensuite, elles, vont eux-mêmes aller effectuer des recherches, proposer des jobs à des communautés et donc toutes les entreprises n'ont pas les moyens de contacter et de gérer les freelances en direct. Donc c'est en ça que je vous dis oui, les ESN vont continuer d'exister. Là où je pourrais, aussi vous éclairer, c'est qu'aujourd'hui quand, tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens, mais je disais, il y a le marché du numérique, c'est 62 000 000 en France. Il y a 51 de cette part-là qui vient des ESN et 12 qui vient des sociétés de conseil. Donc en fait, les intermédiaires vont continuer, d'exister. Par contre, pour tous les freelances qui en ont marre des intermédiaires et qui aimeraient aller voir des clients en direct et se passer des ESN, il y a plein de secteurs dans lesquels c'est possible en fait. D'accord. Il faut juste aussi là se dire: «Bon bah, ce que je viens de décrire, ça fonctionne pour un grand groupe». Voilà, les départements achats, les listes de fournisseurs et cetera. Mais tout l'écosystème des startups, mais c'est le phénomène un peu inverse. C'est-à-dire que quand on regarde la création des entreprises en France, et quand vous discutez avec des fondateurs de startups, c'est pas des gens qui ont le temps de créer des départements achats, de faire des partenariats Mmh. avec des ESN, donc qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont plus le temps, parce qu'ils ont moins de besoins en volume, mais ils ont plus le temps de discuter en direct avec des experts et donc des freelances et dans ces cas de figure-là et donc pour l'écosystème des startups, l'accessibilité aux décisionnaires pour un freelance, elle est plus simple, plus facile. Donc Oui, voilà, c'est peut-être mais une piste de n'empêche que Pierre, réponse. ça oui, oui, tout à fait, mais ça veut dire qu'il faut, et c'est peut-être aussi le discours qu'on peut tenir, c'est qu'une ESN, elle va faire le travail commercial. Donc elle va aller, chercher les projets, elle est référencée, et cetera. Elle a cette Mmh. relation client et c'est vrai que si on se passe d'une ESN, ça veut dire qu'en tant que free, il faut aller, chercher le client, faire sa démarche commerciale, Mmh. entretenir son réseau et cetera. Donc voilà, nous, chez Freeworks, on a un conseil à donner là sur ce type de positionnement. Oui, c'est sûr que les ESN seront toujours clientes de Turnover IT et Freework. Donc, vous allez toujours retrouver des ESN présentes sur notre job board. Et ça veut dire aussi que pour toutes les autres missions, on va pouvoir nous travailler là-dessus aussi. Mais malgré tout, c'est un peu avec votre bateau de pèlerin, pardon, qu'il va falloir aller chercher la mission auprès de la startup avec laquelle on a envie de travailler. C'est pas du tout le même job. Non, c'est pas la Le même même job. approche, effectivement. C'est Alors pour du ça que coup, c'est dis-nous pas Pierre, par pour rapport être, au TJM ou Jérémy peut-être que tous les deux vous avez un avis ou une vision des choses ou des stats, mais ça baisse. C'est quoi ces TJM qui sont tirés à la baisse?
Ça, c'est la communauté qui le dit, hein. Je crois que c'est le sentiment aussi que ça crée, le fait qu'il y ait une forme de prudence des clients et des entreprises qui ont besoin d'externaliser. Il y a une forme de prudence dans les nouveaux projets qui sont lancés. C'est plus étudié, plus réfléchi, plus regardé. Donc, il y a aussi une volonté de la part des entreprises, de contrôler leurs coûts. Donc il y a un triple phénomène. Ça, c'est une partie de l'explication. Et donc, qui dit volonté de contrôler les coûts, dit effectivement être plus regardant. Donc aujourd'hui, effectivement, les directions des achats, les directions des ressources humaines, les directions opérationnelles sont plus regardantes sur la dépense qui est faite auprès de sociétés de conseil. Et donc, inévitablement, il y a moins de largesse. Euh, de l'autre côté, faut aussi pas oublier que le nombre de freelances, il augmente d'année en année. Et donc, évidemment, plus il y a de freelance, plus il y aura de freelance, plus il y aura une stabilisation du marché. C'est un phénomène normal. Plus l'offre va grandir, plus les prix vont se stabiliser. Ouais, Moi, je vois avoir pas un de baisse de choix. prix. Ouais, je vois pas de Ok. baisse de prix. Non. Par contre, une stabilisation, oui, et des discussions qui contextuellement, dépendamment d'un client ou de l'autre, se tendent un peu, oui, effectivement. Ok. Alors moi, il y a beaucoup de questions, donc je les vois passer, hein, je ne passe pas la main dessus, mais sur des questions très spécifiques sur certains métiers, le TJM, qu'est-ce qu'il en est. Donc on ne Ouais. va pas pouvoir répondre à toutes les spécificités des métiers. Une chose est sûre, c'est que sur Freework, vous avez la possibilité d'accéder au baromètre. On a un baromètre qui est mis à disposition et qui est nourri par vos propres expériences. Vous, pro de la tech, vous pouvez venir afficher votre TJM sur des missions. Et ça permet de nourrir ce baromètre et ça pourra répondre demain à vos questions de est-ce que mon prix il est cohérent par rapport au marché et aux précédentes missions ou est-ce qu'effectivement je suis en dehors des clous. Donc voilà, c'est un peu pour répondre à toutes ces petites questions là que je vois passer qui sont évidemment pertinentes parce que c'est le sujet aussi du marché, Comment je mais me on ne positionne? peut pas aller voir métier par métier. Donc pour ça, vous avez accès au baromètre sur Freework. Je vous invite à aller le nourrir, bien évidemment. Donc, ok, donc là, la partie TJM, on se dit, bah, c'est cohérent et ça dépend toujours du marché qui va évoluer, de l'augmentation du nombre de freelance. L'internalisation de la compétence, bah, ça dépend des secteurs. C'est ce que tu disais aussi, Pierre. Hein, c'est plus facile quand les entreprises sont plus petites d'être internalisées et d'être ressources expertes. Oui. Non, Ce c'est pas que ça je que je dis. disais, c'est ouais, quand les entreprises sont plus petites et qu'elles ont moins d'habitude de travail, elles ont moins processé les relations avec les ESN, c'est plus facile pour un freelance d'avoir un accès direct. Par contre, sur ce qui est de l'internalisation, c'est-à-dire le fait d'avoir des ressources en CDI plutôt qu'en freelance, moi, j'observe aucune tendance particulière. C'est-à-dire que ça a D'accord. toujours existé, ça va continuer d'exister, et en fait, c'est très contextuel. Faut savoir que la politique informatique d'une entreprise, bah, en fait, elle est le fruit de décisions du comité de direction et du directeur informatique. Donc déjà, à chaque fois qu'il y a un changement de directeur informatique, il est normal qu'il y ait une nouvelle vision qui arrive dans une entreprise et des nouvelles décisions. Donc c'est pour ça que je dis que c'est contextuel. Il peut aussi y avoir des entreprises qui font le choix à un moment donné de leur vie de se dire, bon, bah voilà, moi je veux 70% de ma masse salariale en CDI et 30% en externe, et d'autres qui se disent, bon, bah non, moi l'informatique, je veux l'externaliser en totalité, et donc je vais confier ça à des sociétés spécialisées, je veux tout en externe. Donc c'est très contextuel. Et puis après, comme toujours, un client qui tombe amoureux d'un profil, d'une compétence qui est en mission en externe chez lui, il va appeler son commercial de SN et il va tout faire pour essayer d'internaliser la ressource parce qu'il a envie de continuer avec une personne et c'est un signe de reconnaissance génial. Ah, c'est sympa qu'on commence à parler d'amour dans le recrutement tech. Moi, je pense que déjà, on est sur quelque chose de hyper sympa. Merci Pierre pour ce message de bonheur et de rencontre. Donc oui, c'est sûr qu'on comprend bien effectivement que c'est très lié à la personne aussi. Donc ça, c'est important. On va revenir un tout petit peu après sur justement comment vous positionnez. On va essayer d'apporter quelques réponses sur comment imposer un petit peu votre profil par rapport à d'autres. Ça peut être aussi des réponses pour intégrer les entreprises que vous souhaitez rencontrer. Alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Je vais la poser là.
c'est le full remote et le télétravail. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la communauté est en train de se rendre compte que ces offres-là tendent à disparaître, alors que pendant le Covid, bien évidemment, ça a été la profusion et même l'obligation. Donc voilà. Et là, on revient à quelque chose de plus normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on peut encore négocier? Comment ça se passe? Je peux répondre peut-être? Ouais. Je trouve que, en fait, c'est naturel. Alors, on le voit dans le monde entier. On l'a vu avec des grands groupes comme Facebook ou autres qui demandent depuis un petit moment un retour au bureau. Je pense que ça, c'est aussi humain. C'est le fait de travailler en présentiel peut apporter énormément de bénéfices dans les relations humaines et l'avancement d'un projet. Et ça, tout le monde s'en rend compte après le Covid. Effectivement, le remote est un gros bénéfice pour le confort de vie. Et je pense qu'un mode hybride va persister maintenant. C'est un acquis qui va rester. Le fait de pouvoir faire plusieurs jours par semaine ou dans le mois en remote. Par contre, le full remote, je pense c'est pas qu'il va disparaître, mais il va être spécifique que sur certains métiers, sur certains contextes clients qui pourront se le permettre. J'ai des exemples en tête de profils très techniques et très expérimentés qui sont peut-être une petite dizaine sur toute la France. Et ben oui, là, vous allez avoir un client parfois qui va être plus conciliant et qui va vous autoriser, entre guillemets, un full remote et ça ne mettra pas forcément en péril le projet. Mais globalement, oui, il faut s'attendre à revenir un peu sur site. Et nous qui sommes présents, Hayes, dans toute la France, c'est aussi, on le voit en local, en région, que ce soit Paris ou région, des clients qui demandent à ce qu'on vienne sur site, même si leur site est parfois éloigné d'une grande ville. Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on peut aussi, du coup, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible sur ces sujets-là. Ça fait plus vraiment partie de la négo. C'est vraiment des volontés de refaire venir du monde dans les locaux, quoi. Ouais, et pour te répondre à ça, Marie, c'est difficile, je trouve, quand tu es chef d'entreprise, d'accepter qu'il y a une différence de traitement entre tes salariés. Donc, si tu acceptes le full remote à une partie de ta population, qu'est-ce que tu envoies comme message aux autres? Donc il y a aussi une forme de bienveillance et de cohérence plutôt dans les décisions qui sont prises de la part de bon nombre d'entreprises. C'est-à-dire que d'essayer d'être cohérent dans la décision et de se dire bon bah on passe sur un mode hybride pour pas faire comme si tout ça n'avait rien existé et être conscient de l'avantage que ça a. Mais pour autant, je veux pas traiter mon public différemment et si je mets un mode de travail hybride pour ces équipes-là, j'essaie de le faire pour les autres. Même si on peut se dire que ça se justifie d'avoir un commercial en mode hybride et ça se justifie moins d'avoir un membre d'une DSI en mode hybride, il y a souvent, une volonté d'harmonisation quand ces décisions, elles sont prises. Et quand on est candidat, je pense que ce qu'on peut questionner, c'est la politique salariale de l'entreprise que je m'apprête à rejoindre sur le full remote ou l'hybride. Est-elle le fruit d'une décision d'harmonisation dans la politique de la boîte ou le fruit d'une dérive autoritaire d'un dirigeant? OK. Si votre réponse, c'est le présentiel, c'est le fruit de la dérive autoritaire du dirigeant de l'entreprise, fuyez. Voilà. S'il y a une volonté d'harmoniser, effectivement, moi je trouve ça sain. Ouais, ok, ça marche. On pourrait faire un sujet sur le télétravail et le full remote. Un webinaire à part entière, je suis d'accord. C'est vraiment ça. Donc, on va avancer un petit peu, mais voilà, c'est pour répondre à ces questions qu'on a eues sur le chat, évidemment. Alors, on va revenir un peu plus sur le marché. Il y a des choses aussi qui sont lues au sein du forum de Freework. C'est, alors, j'ai appris juste avant ce webinaire que Freework avait un grand nombre d'offres, avait le lead sur le nombre d'offres diffusées sur tous les job boards. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Sachez que chez Freework, il y a des offres de mission et elles sont là. Mais certains ont remarqué qu'on les voyait un peu partout et qu'avant, c'était plutôt orienté. Maintenant, même des job boards généralistes reçoivent des offres spécialisées.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je Si la vous savez, prends, hein. celle-ci, Jérém, si tu veux. Ouais. Bah, pour te répondre, je vais dire: «Oui, c'est vrai». Le ressenti que Déjà, vous c'est avez, vrai. c'est un bon constat. Donc déjà, c'est vrai. OK. Bon. Je vais appuyer ça par une data, parce qu'on a fait nos recherches et en fait, il y a 70 des offres d'emploi, qui sont diffusées en multicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un panel d'offres d'emploi de 650 000 annonces sur 2023 qu'on a sondé, donc c'est 650 000 annonces qui sont égales en fait à 250 000 emplois en réel, en unitaire. Mais en réalité, malgré toutes les interprétations qu'on pourrait avoir de se dire, et je me mets dans la peau d'un candidat qui se dit: «Mais finalement, est-ce que je peux avoir confiance? Je candidate, à cette offre-là, mais qu'est-ce qui se passe si je candidate à la même ici? Et est-ce que cette annonce-là, c'est la même que celle-ci, mais c'est pas la même entreprise, mais qui est derrière?» Et toutes ces questions, en fait, finalement, Mmh. heu, en fait, c'est normal quand on comprend comment la sélection des ressources dans notre pays, elle fonctionne. Une entreprise cliente qui a besoin d'un externe sur une position, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle demande à ses fournisseurs, mais elle va pas demander qu'à un fournisseur. Donc elle demande à une liste de partenaires privilégiés, pour les mieux processés. Pour les entreprises les moins processées, elles envoient un besoin à 200 sociétés de fourniss de Mmh. services. Oui. Et donc, bah, en fait, c'est un entonnoir inversé, qui est très simple à comprendre. Donc vous avez, X sociétés de services qui reçoivent une demande de la part d'un client. Chacune d'entre elles va vouloir gagner cette mission, cet appel d'offres et c'est normal, hein, c'est la compétition du marché qui veut ça. Donc chacune d'entre elles va avoir ses partenariats, ses techniques, les job boards sur lesquels elle publie, mais en son nom et donc vous allez retrouver une offre qui est présente sur le site de, telle société de service ou telle société de service et puis finalement à la lecture de l'offre en tant que candidat ou freelance, vous dites: «Mais en fait c'est la même chose» et oui, c'est la même chose et là, le conseil, effectivement que je peux vous donner, c'est de vous dire, heu n'essayez pas de changer quelque chose qui est exogène. Heu, on n'influera pas, c'est le fonctionnement de l'économie, du marché, ça fonctionne comme ça, on va pas changer ça. Par contre, en tant que freelance, là où vous pouvez être impactant et puissant, c'est lors de vos échanges avec ces ESN, lors de vos échanges avec le futur employeur, préparez une liste de questions que vous leur posez, qui vont vous permettre de jauger, de la fiabilité du job auquel vous vous apprêtez à candidater. Je vous en ai listé quelques-unes pour que vous repartiez avec du matos, mais quand vous discutez avec vos ASN, demandez-leur depuis combien de temps ils ont le mandat. Demandez-leur depuis quand le client final cherche une On ressource. cherche. Mmh. Demandez-leur si la recherche, c'est une recherche en direct pour le client final ou c'est via un processus d'appel d'offres, pour avoir une idée du nombre de concurrents qu'il y a. Demandez-leur combien de CV ils comptent proposer à côté du vôtre. Et demandez-leur aussi, par exemple, où ils en sont dans le processus de sélection. Est-ce que finalement vous arrivez en troisième vague parce qu'il y a déjà eu 10 entretiens et que, les autres n'ont pas été retenus? Mais challengez les recruteurs que vous avez en face de vous pour juger de la fiabilité de l'offre, à laquelle vous candidatez. Génial. Ah Je bah, ça, pense c'est aussi, des, Pierre, j'espère que tout le monde a bien noté, ces questions et ne pas hésiter à les poser aux recruteurs. Ça peut être aussi, un peu des fois, stressant ou on ne sait pas trop comment se positionner par rapport aux recruteurs. Donc c'est bien de pouvoir dire: «Oui, on peut poser ces questions-là, c'est légitime de Bien se les sûr, poser». Jérémy, tu voulais nous dire quelque l'important chose? aussi, ouais, pour moi, ce qui est important pour vous éviter des frustrations, parce que ça a dû arriver à pas mal d'entre vous de dire, de se retrouver avec un CV qui est envoyé par 2 sociétés différentes au même client pour la même offre. Si vous voulez éviter ces situations, c'est au-delà après toutes les questions que Pierre a pu vous lister, essayez de créer vraiment un réel partenariat avec, l'ESN ou la société comme Hays avec laquelle vous êtes en contact, pour vous assurer que vous êtes sur une sorte d'exclusivité pour cette offre du moins. Il n'y a pas d'exclusivité à vie, c'est pas un mariage, mais simplement pour une offre précise et un client précis. Moi, je vous conseille fortement pour vous et l'image de l'ESN et le client, en fait, pour tout le monde, de dire, OK, bah, pour cette offre, je passe avec telle société ou telle société. Parce que si vous essayez de jouer sur tous les tableaux, ça va se retourner contre vous. 100% des cas, c'est mal vu. Et
90% des clients choisiront de ne pas vous prendre, même si le profil correspond, juste parce que vous avez joué sur tous les tableaux, que l'offre n'est pas claire, que vous créez de la confusion chez lui en interne et à l'externe. Et donc, ce serait un mauvais choix stratégique que de vouloir postuler à une offre via plusieurs canaux. Ouais. Ok, très bien. Ça, ce sont des vrais conseils de recruteurs. Donc, c'est hyper important pour nous de vous avoir dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Et c'est important aussi pour les personnes qui débutent leur recherche. Alors, on a quand même pas mal de débutants, mais aussi des seniors. Alors là, du coup, on avait fait une question très orientée positionnement, un ou deux conseils. Il va falloir accélérer un tout petit peu. Donc, on va essayer de répondre de façon un peu plus concise. Mais voilà, vous voyez, c'est tellement, on refera des sujets comme ça parce que c'est très intéressant. Mais un petit conseil ou deux, quand on arrive dans ce marché, on a déjà eu beaucoup là sur les conseils de questionnement de l'ESN, par exemple. Mais comment je me positionne sur le marché IT quand je suis débutant, quand j'arrive comme ça. Et après, autre question, quand je suis senior, donc ça, c'est des questions qui sont sur le chat en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que les plus expérimentés, on le vend en poupe ou est-ce que on va chercher plutôt des juniors? Où on en est en ce moment? Dites-nous tout. Ok. Si vous savez. Je commence par les plus juniors alors. Allez, c'est parti. Il y a franchement des dizaines de conseils qu'on pourrait donner. Les plus importants pour moi, le premier, c'est de prendre son temps. Parce que, pareil, il ne faut pas se précipiter sur la première offre venue et il faut avoir un choix réfléchi. Il faut, à mon avis, une vision long ou en tout cas moyen terme au minimum de qu'est-ce que je veux obtenir comme compétence dans ma carrière, dans quel type d'environnement j'ai envie d'évoluer. Et c'est en répondant à ces questions qu'on doit se dire, OK, cette offre correspond ou pas. Et on peut d'ailleurs se faire accompagner par des sociétés comme Ace ou autres pour être conseillé sur son parcours. Et d'autres choses que je peux conseiller, c'est d'avoir le plus d'expériences concrètes. Et donc, en fait, quand on est jeune, on peut avoir des expériences, même si c'est pas encore des expériences professionnelles. Et les expériences auxquelles je pense, c'est des projets personnels qu'on aurait menés. Voilà, notamment les développeurs peuvent développer des projets personnels sur des applications ou sur des projets en communauté ou sur GitHub. Il y a plein de choses qui, en fait, après, pourront être mis en avant sur un CV ou lors d'un entretien et qui vraiment vous démarquent de personnes qui s'en tiennent à un diplôme. Donc vraiment, toute expérience est bonne à prendre. Et pareil pour un stage ou une alternance, c'est un gros plus par rapport à des personnes qui, encore une fois, ont que le diplôme. Donc là, ça répond à la question qu'on s'était posée après, mais qu'on peut répondre maintenant sur le sujet de l'alternance. Donc là, tu confirmes, oui. Jérémy, il faut valoriser ces années d'expérience, bien évidemment. Totalement. Et vraiment, parfois, on a des profils qui ont que, entre guillemets, que une année ou 2 années en alternance et qui peuvent être meilleurs, même si c'est subjectif et c'est lié à un contexte d'entreprise ou autre, mais qui peuvent être meilleurs pour une offre que des personnes qui ont parfois 6-10 ans d'expérience sur le même poste. Donc, il faut le valoriser. Et donc, un recruteur, vous me confirmez, et vous nous confirmez, un recruteur regarde ces expériences-là. Parce qu'on peut aussi se poser la question, oui, bah, je vais mettre que j'ai fait l'app pour l'association du quartier, j'ai fait 2 ans d'alternance, mais bon, est-ce que vous regardez ça en tant que recruteur? Oui. Oui, voilà. Donc ça répond à une question qui arrive très souvent. Est-ce que c'est regardé? Peut-être ne pas glisser ça en hobby, mais bien en expérience professionnelle et pas le mettre en projet, un peu comme un portfolio ou quelque chose qui viendrait. Mais c'est exactement ça. Exactement, voilà. J'ai employé le bon mot en plus, ça. Ouais, c'est exactement le bon mot. Ouais. Donc, n'hésitez pas à mettre en fait toute la ressource que vous avez créée, même si pour vous ça peut être anecdotique, ça peut valoriser par rapport à d'autres candidats qui n'auraient pas fait ce genre de projet. Donc, ok, donc là les débutants, on met tout, on met le paquet et on valorise par des projets. Et alors les plus expérimentés, on en est où sur nos seniors dans le secteur de la tech? Est-ce qu'ils ont toujours le vent en poupe? Est-ce que c'est plus compliqué pour eux? Comment on fait? Ils ont toujours le vent en poupe.
L'expertise, elle est toujours valorisée dans sur le marché et je suis pas prêt de changer. Ce qu'il faut mettre en avant ce qu'il faut savoir faire sur un CV et dans sa démarche quand on est expérimenté, c'est être synthétique et concis parce que, forcément, si on envoie un CV de 20 pages, même quand on a une grande carrière, heu, ne soyons pas naïfs, personne ne va lire les 20 pages ligne par ligne. Heu, L'œil va obligatoirement essayer de synthétiser ce qu'il voit. Donc je pense qu'il faut adapter sa candidature au projet auquel on candidate, savoir mettre en valeur dans son portefeuille de projet. C'est pour ça que j'aimais bien ton portfolio parce que je le trouve très adapté à ses candidatures et à ses processus, de savoir dans son portfolio de carrière et de projet, mettre en exergue ce qui est en lien avec, la problématique actuelle du client et de pouvoir adapter comme ça son CV, au projet auquel on candidate. Ça, c'est une première chose et il faut aussi avoir en tête qu'il y a un exercice stylistique pour les seniors qui va être de déconstruire certaines idées reçues dans leur prise de parole, de manière à, savoir se mettre en avant. Et les idées reçues qu'il faut déconstruire à ce moment-là, c'est l'expert ou le senior, il est moins flexible et moins adaptable que le petit jeune qui arrive et qu'on peut, mettre dans le moule d'une entreprise. Donc, même si cette question, elle vous sera jamais posée par un client que vous rencontrez, le risque que ce soit une idée reçue qu'il ait en tête, il existe. Donc, déconstruire cette idée reçue, c'est toujours utile et ça permettra toujours de mettre en valeur une qualité qui est importante dans la compétence d'un expert, c'est son adaptabilité, son agilité Mmh. et sa capacité aussi en tant que freelance à s'adapter à un environnement client, qui a son propre ADN, ses propres valeurs, ses propres us et coutumes Et ça et répond ça peut-être, Pierre, aussi à une question qu'on a d'Anne-Cécile, je crois, de mémoire, qui disait la formation. Est-ce que j'ai 50 ans est-ce qu'il faut que je me forme à certaines expertises donc ça fait vraiment, enfin, je pense, un écho à ce que tu es en train de dire, c'est mmh, qu'effectivement, oui, enfin, mmh, il ouais. faut évoluer avec son temps, entre guillemets. Ouais, ouais, Donc, clairement et puis, après on peut interpréter cette question de plusieurs manières. Je oui, peux c'est pour ça, c'est toujours un peu est-ce que compliqué. voilà, est-ce qu'à 50 ans, je remets mon diplôme que j'ai passé, il y a X années? Oui, je crois qu'il y a pas de bonne réponse là-dessus. Tu le mets si tu as envie de le mettre pour expliquer quel a été ton parcours de vie, heu, mais c'est surtout moi, je fais un pont avec, comment quand je suis senior, je fais pour, clarifier mon CV et mon go to market, et donc à ce moment-là, ce qui fonctionne bien, c'est que c'est de fonctionner par bloc et thématique. En fait, il faut aider la personne qui va lire votre candidature, il faut aider son œil à pouvoir être, le plus reposé possible. Donc plus vous en mettez, plus vous faites des paquets, plus c'est fatigant pour l'œil de la personne qui va être derrière le CV et donc du coup, faut réussir à travailler en bloc, c'est-à-dire, synthétiser un pitch de votre profil, de qui vous êtes, en quelques phrases que vous avez envie que la personne sache de vous ou de votre projet. Un bloc sur les projets, voilà, et les expériences que vous souhaitez mettre en avant pour cette offre. Un bloc sur les formations, les certifications que vous souhaitez, ici mettre en exergue. Un bloc sur les compétences, techniques et personnelles et un bloc sur, les langues. Heu, voilà, ça reste toujours assez classique, mais de bien l'aérer et de travailler par bloc, ça aide. Ok, donc ça, c'est des conseils que je me suis permise de faire avancer les questions Tu as qu'on bien avait fait, préparées tu as bien ensemble, fait. parce qu'effectivement, ce sont des conseils d'apparence de CV. Enfin, on imagine la quantité de CV regardés par jour par les recruteurs. Donc, il Mmh, faut se mettre aussi, les recruteurs essayent, j'imagine, de se mettre à la place des candidats, mais il faut que les candidats imaginent aussi le travail fourni par les recruteurs qui sont obligés de porter des lunettes, peut-être, je ne sais pas, au bout d'un moment, d'avoir tant de CV apparaître. Mais ça Euh, arrive. Ça peut arriver, hein, évidemment, ça use. La petite question aussi, est-ce que vous allez systématiquement, en tant que recruteur, regarder les profils LinkedIn, par exemple? Est-ce que vous faites des doubles CV intéressants, donc baf, je vais regarder le LinkedIn? Est-ce que c'est des choses des pratiques qui sont faites, par exemple?
Oui, c'est des pratiques qui sont faites, effectivement. Je pense Ok. qu'il n'y a pas de vérité générale, c'est dépendant des méthodes de travail de chacun, de chaque entreprise, de chaque cabinet, de chaque personne au sein d'un cabinet. Donc, je peux répondre en mon nom. Oh, oui, moi je le fais. Ok. Ok. Ouais, je pense que c'est des réflexes qu'on a aussi. Donc, c'est un petit conseil aussi pour notre communauté. Le profil LinkedIn, ne l'abandonnez pas. C'est pas parce que Oh vous non, postulez sur des job boards jamais. qu'il Ouais. voilà, qu'il faut pas mettre à jour votre profil, mais ça permet aussi d'avoir cette idée de portfolio. Mmh. Un petit conseil comme ça. Sur LinkedIn, c'est plus facile aussi, hein, des fois d'illustrer, de mettre des images, etc. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser aussi pour illustrer ce que vous savez faire. On a des questions TJM. Alors, je vais revenir un peu à la charge, mais je suis désolée, c'est la communauté qui veut ça. Vas-y. Et si je sais pas répondre, de toute façon, je dirais que je sais pas répondre. Non, alors la question, c'est pourquoi les recruteurs ne font pas apparaître le TJM sur leurs annonces? Ou alors mettent Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, chez Freework, on prône mettez vos salaires, mettez vos Ouais, mais voilà, mettez les nous aussi, tranches. la Alors question, vous, la question, elle est complexe. Elle est, mmh, faut avoir conscience que toutes les sociétés qui publient des offres n'ont pas la connaissance des taux journaliers autorisés par le client final, j'entends. Il y a de nombreuses entreprises qui, lorsqu'elles sondent leurs fournisseurs, ont pour politique de dire que le meilleur gagne. Soyez les moins chers possibles et c'est vous qui serez sélectionnés. Un peu comme dans la grande distribution. attends, j'ai pas compris, Pierre. Donc du Pardon, coup, la j'ai pas compris. conséquence de ça, vas-y. J'ai pas compris. Pour soit clair, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des recruteurs qui diffusent des annonces qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le montant du TGM qui sera accepté par le client. Exactement. C'est des choses qui arrivent quand un client publie un appel d'offres. Très bien. Il Oui, j'ai publie compris. pas nécessairement un prix en face. Et donc, après, c'est de la posture interne. Certaines entreprises vont se dire: «Bah, nous, on fait le choix, OK, de mettre quand même un montant parce qu'on estime que c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir, proposer un salaire à un candidat» et d'autres qui donc c'est très personnel comme choix. Et puis, il y a aussi des moments où on se dit: «OK, c'est un poste qui est ouvert et on n'est pas fixé sur un senior, on n'est pas fixé sur un junior, heu, on a besoin de soft skills qui sont, importantes et c'est vers ça qu'on va s'orienter». Donc si je mets un TGM qui est assez élevé, parce que je veux attirer les seniors, heu, c'est plus difficile d'expliquer quand on discute avec une personne qui est médior ou junior que non, en fait, le TGM qu'on a mis, qui était à 800 €, c'est parce qu'en fait, potentiellement, on pouvait intéresser des seniors et que lui, comme il est junior, on va ouais, sort les rames, c'est compliqué comme explication, et tout le monde n'est pas à l'aise d'avoir ces conversations. Donc, certainement, à certains moments, par facilité, par peur, par manque de courage, un recruteur se dit: «Bon, bah, allez, c'est parti, je mets pas de prix comme ça, j'ouvre la porte, j'ouvre le champ des possibles», C'est possible. même si c'est pas forcément une bonne décision. Disons que ça peut frustrer et ça peut empêcher aussi de bons Le candidats champ qui, ouais, qui ont bien envie sûr, vraiment de savoir où ils clairement. vont, de postuler. Donc, Ouais, clairement. effectivement, on est raccord là-dessus. Ouais. Alors, on a encore plein de questions qui tournent un peu autour aussi du CV, de la lettre de motivation. Est-ce que ça vaut le coup encore de faire une lettre de motivation comme ça à la volée? Oui, non? Oui, il faut un écrit de motivation, c'est toujours très bien. Ok. Alors la lettre de motivation qui est en pièce jointe à part, faites-le si ça vous est demandé parce que c'est le fruit d'un processus dans lequel on vous demande de le faire. Mais accompagner son CV d'un pitch qui explique, en quoi, vous êtes motivé c'est toujours utile. Que ce soit via un email, que ce soit via un email, peu importe, mais d'avoir un écrit qui accompagne le CV, c'est toujours plus sympa Ok. que simplement un Très CV bien. sous-shooté comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Jérémy. On va devoir se quitter, malheureusement. C'est toujours très riche et ça prouve qu'on a encore de quoi échanger ensemble une prochaine fois parce qu'il y aura plein de CV. Donc, si on doit résumer, le marché, il va aller bien. Ouais, il est un peu plus 2024, tendu, mais ça va. plus tendu, mais ça va. Il va falloir aller chercher du boulot. C'est ça? Ça va C'est moins ça, tomber tout ouais, seul. OK, exactement, ok, super. Et pour se positionner, bah, il faut un CV percutant avec des illustrations, des choses qui clair, viennent faire la aéré, différence, voilà, clair, aéré, synthétique. voilà, pas 40 pages, etc. Et junior à senior, finalement,
tout le monde peut trouver sa mission à fond. en 2024. Bon, c'est Totalement. plutôt positif tout ça. Et on ne s'inquiète pas, même s'il y a un sentiment de morosité, parce qu'avec 3% de chômage dans la tech, les professionnels de la tech ne sont pas le public qui doit s'inquiéter en France. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Ace d'avoir Avec plaisir. participé. Merci Marie. À bientôt. Merci à Freework. vous pour votre richesse de questions et on vous dit à très vite pour le Avec prochain plaisir. webinaire. Salut. Au revoir. Au revoir.